Bonjour tout le monde, alors on est le samedi 1er mars et c'est reparti. Départ de Santia, je quitte la ville de Santia où j'ai fait une belle étape. On a vu cette belle église hier là. Comme vous l'aurez compris, nous venons de descendre dans la crypte romane de l'église de Santia, que je suis venu allumer précédemment. Voilà, je vais aller éteindre avant de remonter peut-être par ce côté-là pour découvrir le reste de l'église. Tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta del tuo seno, Gesù. Prega per noi. Et puis là, on rentre dans les rizières, donc direction Vercelli. Le temps est très maussade, il fait frais et puis c'est menaçant, il devrait pleuvoir, je pense. Allez, en avant, marche. Alors ici, ils ont installé une sacrée structure pour pouvoir traverser le chemin de fer. C'est pas de la passerelle qui rigole, ça. Hein. Et alors, là, on aperçoit un très grand canal qui doit aller alimenter les rizières. Voilà le paysage de l'étape du jour. Alors au bord du chemin, on trouve cette chapelle, chapelle San Rocco, Saint-Roch. Alors je ne sais pas pourquoi il y a autant d'églises ou de chapelles qui sont dédiées à Saint-Roch. Il y en a une quantité phénoménale dans la région en particulier, peut-être ailleurs en Italie aussi, je ne sais pas. On voit une belle fresque là. Et pourquoi il y a autant de Saint-Roch? Ben, j'en sais rien. On peut supposer que peut-être c'est parce qu'on est sur la Via Francigena, chemin de pèlerinage, et que Saint-Roch c'est le saint patron des pèlerins. Donc ce serait logique. Ceci étant, je sais qu'il est très invoqué aussi pour la peste. Lorsqu'il y a eu des épidémies de peste, il était invoqué. Il y a beaucoup de lieux qui lui ont été élevés en reconnaissance quand ça se terminait bien, quoi. Donc ce serait intéressant d'en savoir plus, mais sur l'origine de pourquoi il y a autant de chapelles Saint-Roch. Je chercherai peut-être un de ces jours. Bon, ben un petit peu de pluie, quoi, sinon ce serait pas drôle. Hein. Mais enfin, ça va, elle était annoncée d'une part, et puis elle est légère. Voilà, sinon, c'est assez triste. Hein. Ici, là, c'est tout plat, c'est tout plat. Il n'y a pas grand-chose à voir, vraiment. Et ça va être comme ça pendant des kilomètres. On a les sommets au fond.
Voilà, sinon un petit 360. Et voilà. Allez, on reprend le chemin. En plus, je fais demi-tour là parce que je me suis trompé. Tchuss! Alors, je profite de cette petite pause pour observer un petit peu les rizières. On voit qu'il y a un système de canaux avec des fossés qui doivent apporter de l'eau. On voit qu'il y a un petit rebord ici. Et puis derrière, à cette saison, ça ressemble à un champ, quoi. Donc tout ça est un petit peu un peu triste, un peu austère en tout cas, à minima. Voilà, donc certainement que quand on est à d'autres saisons, ça doit être beaucoup plus joli. Quand c'est en eau, ça peut être joli sans doute. Ceci étant, je suis content de traverser à cette saison en hiver parce que l'été, il n'y a absolument pas d'ombre, donc je sais que ça tape, quand le soleil tape, il fait chaud, quoi. Et puis surtout, c'est gavé de moustiques. À cette saison, il n'y en a pas, donc ça c'est chouette, je suis pas embêté ni par la chaleur ni par les moustiques. Bon, par contre, évidemment, comme vous avez compris, c'est sans doute moins joli et moins spectaculaire. En termes d'architecture, ça me fait un petit peu penser au Marais Salants. Moi, je suis souvent du côté de Guérande, et c'est un peu le même principe, hein. Il y a des parcelles qui sont immergées d'eau, des canaux qui amènent tout ça, et puis des chemins sur lesquels je marche, qui permettent de se déplacer à l'intérieur de tout ça. Et c'est également un environnement qui est clairement pas propice au bivouac, quoi, parce que il y a vraiment des chemins, des fossés, des champs, et on est visible à perte de vue. Voilà, donc je transporte ma tente, ma popote, mon matelas et tout, mais je pense que ce soir je vais dormir dans le dur à nouveau, quoi. D'autant que je devrais être à Vercelli, et Vercelli c'est une grosse ville quand même. Donc sur les grosses villes c'est pareil, dormir dehors à l'intérieur d'une grande ville, je l'ai fait dans un jardin public une fois, c'est moyen. Hein. On verra ça ce soir, surprise. Allez, à tchuss. Alors je suis sur un pont qui traverse le canal Cavour. Et le canal Cavour, c'est quelque chose d'important dans la région du Piémont, puisque c'est un canal de 85 km qui arrive du fleuve le Pô, l'un des principaux fleuves italiens, et qui alimente et irrigue l'ensemble des rizières. Donc 85 km, il a été construit au milieu du 19e siècle. C'est la volonté d'un homme politique, j'allais dire italien, mais non, monsieur Cavour, donc qui est à l'initiative de ça, qui était président du conseil du royaume de Sardaigne, puisque en 1850, l'Italie n'existe toujours pas en tant que pays unifié. Et ce canal, il a été construit dans les années 1860 à 70. Camillo Cavour, qui est décédé en 61, ne l'a jamais vu terminer. Mais il est très... il y a beaucoup de reconnaissance pour cette initiative dans la région. Et à Vercelli, où on sera ce soir, je crois que sur la place principale, ça s'appelle la place Cavour, et il doit y avoir une statue de lui, on verra ça. Voilà, donc grosse ingénierie, 85 km, il y a des ouvrages d'art un peu tout le long. Voilà, c'est le canal Cavour, un des points d'intérêt du coin. Allez, tchuss, en avant-marche. J'arrive sur la petite ville de San Germano. San Germano Vercellese, quelque chose comme ça. C'est tout un truc, hein, ces canaux-là. Vous voyez, là, il y en a un qui arrive et qui se déverse dans un autre qui est là. Puis il y a le passage là, hop, hop. Il se prolonge par ici, et là il se déverse ici. Voilà, puis on va aller voir un tout petit peu plus loin là. Il y en a un qui slalome. Ça doit être joli quand c'est en eau. D'ailleurs, je crois qu'on appelle ça une mer en damier. Une mer en damier. Ceci étant, le riz il pousse après, hein, donc, parce que j'ai vu des images, et derrière ça ressemble à des champs, quoi. Hein. Donc il doit y avoir quelques jours au départ où on ne doit voir que de l'eau, mais ça ne doit pas être très très long, parce que l'hiver il laboure, ensuite ils doivent inonder, et à ce moment-là ça doit être joli. Et après le riz pousse. Une petite pensée aussi pour toutes les
les ouvrières qui récoltaient le riz à la main autrefois. Hein. Donc toute la journée, les pieds dans l'eau, penchés, ça devait être, et en plein soleil, ça devait être un boulot éprouvant. C'est spécial de passer de la pleine nature au béton, mais pour rentrer dans San Germano, on passe sous le chemin de fer. Voilà, alors je rentre dans San Germano, qui est quand même une... c'est pas un village, hein, c'est une petite ville, quoi. Et c'est absolument désert. C'est impressionnant. Mais il n'y a même pas une voiture. Ouais, je vais attendre, hein. Je vais attendre jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un. Ah, là-bas, il y a quelqu'un. Ah, puis le jeune garçon, là, il vient de louper le train. Je l'ai vu tout à l'heure, il courait comme un fou pour... Il a traversé les voies avec son vélo à la main. Et le train lui est parti sous le nez. Il y a des canaux même dans la ville. Mais où sont les gens, quoi? C'est fou. Remarquez, il y a énormément de volets fermés aussi. Toujours personne, sauf notre copain à vélo. Buongiorno. Regardez, c'est joli, hein, mais c'est abandonné, quoi. Puis ce qui est impressionnant également, c'est le silence, quoi. Je vais arrêter de marcher. Ah. Quelques petits bruits. Voilà la rue principale de San Germano. Là-bas, un clocher. Et là, il y a l'église San Germano Patrono. Il y a un petit bar qui est fermé. Il y a un restaurant qui est fermé. Et alors j'ai regardé, la population ici, elle était de 5000 habitants au début du XXe siècle. Et là, il y a 1500 habitants. Population divisée par plus de 3 en un siècle, quoi. Alors, église Saint-Germain d'Auxerre. Saint-Germain d'Auxerre, eh ben, il vient d'Auxerre en France. Et donc c'est le saint patron de la ville. Il serait passé par ici au 5e siècle. C'est un saint, c'était l'évêque d'Auxerre et un évangélisateur des premiers siècles, quoi, de l'église. Alors on va découvrir. Bon, c'est ouvert, j'espère. Oui. Oh. Ah ouais. Ah, ça vaut le coup d'œil. Ça manque de lumière, quoi. Il y a un saint ou une sainte qui est là. Aucune indication, ni ici ni à l'entrée. Je ne sais pas de qui il s'agit.
Bon alors on va mettre la chanson du jour, je vous propose la version New Wave. Marcher sur les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin, bâton à la main, traverser les saisons, traverser les régions. Il parcourt les champs, découvre des châteaux et des églises romanes, du Berry à la Toscane, de l'Auvergne au Piémont, il trace son chemin. Marcher sur les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin, bâton à la main, traverser les saisons, traverser les régions. Pèlerin de l'aventure, mon Dieu, quelle liberté dans la beauté de la nature, mon âme apprend à s'élever. Pèlerin de l'aventure, mon Dieu, quelle liberté dans la beauté de la nature, mon âme apprend à s'élever. Marcher sur les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin, bâton à la main, traverser les saisons, traverser les régions. L'année 2025 est sainte et jubilaire, l'espérance nous porte. On prie avec ses pieds, on nettoie ses pensées, on n'est pas vraiment seul, sans roc à ses côtés. Marcher sur les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin, bâton à la main, à traverser les saisons, traverser les régions. Quand le soir vient, que le soleil se couche, il faut trouver le bivouac, se glisser dans sa couche, dans un bois, une clairière, que les étoiles éclairent. Marcher sur les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin, bâton à la main, traverser Alors nous les voici saisons, à l'entrée du cloître traverser de la les basilique régions. Saint-Andréa. Ici, c'est l'entrée de la basilique. Ici, nous avons l'entrée de la salle capitulaire, qui malheureusement est fermée, parce que généralement, c'est des endroits très beaux. Ah. Alors a priori, il y a une communauté ici, puisqu'il y a les offices, l'Aude, Metz, Vêpres. Derrière l'hôtel se trouvent des stèles dans l'abside. Elles sont joliment marquetées. C'est un travail qui semble assez récent. Il y a 4 chapelles de chaque côté du chœur, 2 à gauche et 2 à droite, qu'on va aller voir. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'il y a des petites lampes rouges qui signifient donc la présence réelle,
Mais c'est la deuxième chapelle où on en trouve. Troisième chapelle, toujours avec les lampes rouges. Alors soit il y a la présence réelle dans toutes les chapelles, soit ils ont un autre usage que le nôtre. Un reste de fresques, il devait y en avoir partout avant. Et dans cette chapelle, il y a 2 confessionnaux. Un petit ici, pour les petits péchés. Puis alors pour les gros péchés, on a un gros confessionnal très massif. Dans la 4e chapelle, il y a une maquette du site, ce qui permet de se rendre compte. Et j'ai pas besoin d'un drone pour faire des vues aériennes. J'aime beaucoup cette basilique avec son style très médiéval, assez dépouillé, très élevé. Beau lieu. Alors là-bas, c'est le cloître par où je suis arrivé, donc je découvre la façade en sortant. Beau monument imposant. Très chouette. Donc voilà l'église Saint-Paul avec une guirlande lumineuse d'un goût douteux. Ambiance soirée à Vercelli. Je vais rejoindre le Donativo de Vercelli. On est au cœur de la ville. Et là, hop, Hospitale Sancti Giuseppe. En avant. Et voilà l'Ostello. Il faut arriver avant 19h. Bonjour. Salute. Alors cet Ostello, il est géré par une grosse association, c'est un Ostello important. Ici, on a la tenue traditionnelle du pèlerin, pour ce que j'en comprends. Donc là, on fait les papiers, la crédentiale, tout ça. Là, il y a un article de 2024, ils ont accueilli 9000 pèlerins ici. Et là, on nous prépare le dîner pour ce soir. Tout à l'heure, ciao. Je suis à l'étage avec Giuseppe. Et Giuseppe, c'est un Italien qui était déjà à la Casa del Movimento Lento. Pennette. Pennette. Pennette.
peni più grandi.